Salut Catherine et Pablo. Salut à Salut. vous. Vous avez passé une bonne après-midi? Super. Pleine de politique. Comment? Pleine de politique. Oui, bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent. On a regardé évidemment les deux meetings de la journée, le meeting de Jean-Luc Mélenchon, le meeting de Éric Zemmour. On peut d'ores et déjà dire à tout le monde, j'imagine que c'est le cas pour ceux qui regardent, qu'on a eu le sang un peu glacé en écoutant Éric Zemmour. On va y revenir tout à l'heure. On va commencer par la grande information, peut-être l'événement politique de la semaine dernière, qui était quand même la désignation par les Républicains de Valérie Pécresse comme candidate. Puis on parlera de Zemmour et on terminera peut-être sur une note plus optimiste sur le grand meeting de Jean-Luc Mélenchon. Et est-ce que ça et la donne qui change peut-être aussi après ce dimanche, vous me le direz. Valérie Pécresse, c'est le signe de quoi finalement la désignation de Valérie Pécresse? C'est à droite toutes. Catherine. C'est le signe d'un parti qui est quand même en capilotade, parce qu'elle est élue avec seulement, je dirais, 60% des voix sur une position très droitière. C'est-à-dire qu'elle n'a cessé de droitiser son discours. Le dernier débat étant, de ce point de vue, une espèce d'apogée, là, quand elle dit mais on n'a pas parlé d'immigration, et je fais quoi? Enfin, un truc hallucinant. Et que malgré sa droitisation, Ciotti sort en tête du premier tour, de peu, mais il est quand même en tête, et de deux, il fait 40% au second tour. De trois, je pense qu'il y a quand même une question sur les chances de la droite de se remettre dans le débat, quoi. Parce que d'une part, elle est complètement sur les thèses très droitisées, qui n'attireront personne, et d'autre part, elle est quand même ton sur ton avec Macron. Au départ, elle était considérée comme Macron compatible. Bon, c'était peut-être une insulte un peu facile qui lui était faite. Ceci étant, la teneur de son programme, en tout cas économique, et les choses auxquelles elle croit, en fait, la compétitivité, tout ça, c'est quand même les dynamiques sociales à laquelle croit Valérie Pécresse sont finalement les mêmes que celles d'Emmanuel Macron. Donc, je ne vois pas très bien comment, sur cette base, elle peut susciter un enthousiasme de fou. Elle a pour elle d'être une femme. Ça, je crois qu'on ne le dit pas assez fortement, mais même à droite, ça devient un atout. C'est-à-dire qu'il y a une aspiration à une autre façon d'incarner la politique. Et elle a pour elle aussi une certaine modernité par rapport aux autres candidats, c'est-à-dire que par exemple, elle n'a pas récusé la thématique écologique, ce que les autres n'ont pas traité. Elle en a parlé un petit peu. Je pense qu'elle a quelques cartes dans sa manche. Bon, son bilan à la région Île-de-France qui l'a fait réélire. Ceci étant, dans cette ton sur ton, je dirais qu'elle peut aussi être un danger pour Macron parce que du coup, elle est un Macron plus à droite que Macron, mais plus féminin que Macron, et plus structuré peut-être idéologiquement, politiquement, on la situe mieux que Macron. Donc, dans l'ambiance du moment, Macron peut se faire dégager par Valérie Pécresse. C'est mon sentiment aussi. Je me permets d'ajouter un petit commentaire parce que j'ai la conviction, j'ai acquis la conviction justement en l'écoutant et en analysant ces dernières semaines que si la gauche continue toutes ces conneries et n'arrive pas à s'imposer dans le débat public et à s'imposer dans cette élection, pour moi, Valérie Pécresse est la future présidente de la République parce qu'elle va ringardiser Emmanuel Macron. Je trouve que toutes les planètes sont alignées du côté des Républicains, même si Ciotti l'a fait un peu monter les enchères hier et que visiblement, ça y est, ils sont de nouveau réconciliés. J'ai le sentiment que la famille des Républicains retrouve une identité qui n'était pas l'identité de la droite telle que Chirac a pu l'emmener, ou en tout cas l'espèce de droite sociale, etc. Elle a vraiment entraîné les Républicains, elle a ancré les Républicains dans une droite qui s'exprime de plus en plus à droite, quoi, qui court derrière les pas de Zemmour ou de Marine Le Pen. Mais bon, visiblement, ça plaît à l'électorat à droite. Je suis convaincu aussi qu'elle va recentrer son discours. Aux militants, pardon. Aux militants. Je suis convaincu que justement, maintenant qu'elle est la candidate désignée, elle va s'adresser plus largement, elle va sans doute recentrer son discours. C'est pour ça que je pense que c'est elle qui va, s'il y en a un qui a choisi d'être le candidat de la remontada, je pense que c'est elle qui va nous faire la remontada et on n'est pas à l'abri effectivement d'un second tour, Marine Le Pen, Valérie Pécresse. En Angleterre, il y a eu Thatcher, en Allemagne, il y a eu Merkel et en France, hélas, je crains que nous ayons Pécresse. Tableau, à toi.
Moi, je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je vais revenir sur ce qu'a dit Christian Jacob lorsqu'il a annoncé les résultats. Il a dit d'abord, je suis très heureux que cette primaire se soit vachement bien passée. Et surtout, je suis très heureux parce que on a remis les républicains, on a remis la droite au centre des débats. C'est complètement faux. À la fois dans les médias et, à mon avis, dans le débat public, personne n'a parlé. Enfin, on n'en a pas parlé de cette primaire de la droite plus que ça. Et surtout, les thèmes, en fait, on aurait pu se dire que cette primaire de la droite aurait pu mettre en avant, mettre sur le devant de la scène des thèmes particuliers qu'ils auraient eu envie de mettre sur le devant de la scène, comme la primaire des écologistes l'avait fait. La primaire des écologistes, ils ont réussi, peu importe ce qu'on en pense, cette primaire des écologistes et des candidats et du candidat qui en est sorti, ils ont réussi à mettre dans le débat public, dans le débat médiatique, les sujets qui étaient les leurs. Et tout le monde a commencé à en parler. Ce n'est pas le cas de la droite. Dans la primaire de la droite, ils n'ont fait que parler des thèmes qui étaient imposés par Éric Zemmour. Et c'est le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est que contrairement encore à la primaire des Verts, où en fait, vous aviez 4 candidats qui étaient très identifiés et qui ont réussi en fait à nous donner à voir, aux Français et plus spécialement aux sympathisants des écologistes, une diversité en fait de propositions, d'incarnations, etc. Ben là, je suis désolé, mais dans la primaire de la droite, ils disaient tous plus ou moins la même chose. Alors effectivement, ils se sont pas. Christian Jacob a raison de dire qu'ils se sont pas foutus sur la gueule, c'est-à-dire que ils se sont pas. Il n'y a pas eu de coups trop bas, etc. Donc on peut dire que globalement le ton était enfin, plutôt bonhomme, sympathique dans cette primaire, même pendant les débats. En revanche, j'ai pas vu de réelle différence dans les propositions, si ce n'est dans la radicalisation, dans la radicalité plutôt des propositions entre Éric Ciotti, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand ou même Philippe Juvin. Enfin, je veux dire, c'était la course à l'échalote pour essayer de savoir combien de fonctionnaires ils allaient supprimer ou est-ce qu'il y allait avoir sur les questions d'immigration, quelle dureté ils allaient avoir vis-à-vis de ces sujets-là. Mais par contre, la proposition, le projet plutôt où le récit en fait qu'il portait était exactement le même. Donc du coup, on arrive aujourd'hui à enfin toi tu dis qu'elle a un boulevard devant elle parce qu'elle ressemble à Macron, elle pourrait être un Macron plus moderne, etc. Pour l'instant, ce qu'elle a montré, c'est peut-être ce qu'elle va essayer de faire. Mais enfin, aujourd'hui, elle avait un boulevard devant elle. Comment? Non, mais en tout cas, elle a la position. Je ne pense pas qu'elle ait un boulevard devant elle. Non, mais en tout cas, pour l'instant, je suis désolé, mais elle n'est pas un Macron au féminin. Pour l'instant, elle est une Zemmour au féminin. C'est plutôt vers là-bas, en fait, qu'elle a envie d'aller. Alors après, peut-être effectivement qu'elle va changer son fusil d'épaule et complètement aller du côté plus du libéralisme économique que vers les questions, ne parler que des questions identitaires. Mais comme tu l'as rappelé, Catherine, elle était là dans le débat à dire « Ah, s'il vous plaît, on peut parler d'immigration parce que ça me plaît et c'est de ça dont j'ai envie de parler. » Enfin, vraiment, aujourd'hui, j'arrive pas à voir dans Valérie Pécresse la possibilité d'un Macron féminin. Ensuite, juste pour finir, je pense que le principal problème, mais c'est ce qu'on nous on dit depuis maintenant 1 an, le problème c'est de DLR, c'est un problème d'espace politique. Aujourd'hui, ils sont coincés entre le Rassemblement national, Zemmour qui s'est rajouté dans le secteur, quoi, et on va dire Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Il faut qu'ils retrouvent en fait une colonne vertébrale politique. Et aujourd'hui, ils en ont même pas donné. Enfin, moi, je ne vois pas le début de quelque chose qui pourrait faire leur originalité en fait en matière de projet ou de récit. Ils sont exactement sur les mêmes plates-bandes que les autres. Alors, on peut se dire, on peut être sur les mêmes plates-bandes et offrir une incarnation qui serait plus pertinente. Mais après, on parlera du discours d'Éric Zemmour. Ils vont se faire nécessairement attaquer sur le mode. Mais merci, mesdames et messieurs DLR, on vous connaît, vous êtes au pouvoir depuis 50 ans, vous nous racontez toujours la même salade et vous n'arrivez jamais à rien. C'est ce qu'a dit Éric Zemmour dans son programme. C'est peut-être aussi ce que va dire Emmanuel Macron lorsqu'il va devoir s'affronter à Valérie Pécresse. Il va lui dire, mais madame, vous avez été au pouvoir, moi j'essaie quelque chose de nouveau, mais vous, on sait très bien, vos recettes, elles ont déjà été appliquées et ça a déjà raté. Donc, je ne vois pas trop comment, si elle ne change pas vraiment cette colonne vertébrale idéologique, comment elle va réussir à s'imposer dans l'environnement politique qui est celui de la droite aujourd'hui.
Moi, je crois qu'il y a un effet de primaire interne, c'est-à-dire qu'elle a fait la course à l'échalote comme tous sur les thèmes identitaires, hein, parce qu'elle sentait que c'était ça qu'il fallait qu'elle refasse la course pour séduire les militants, mais elle avait une vraie cohérence ultralibérale. D'ailleurs, elle n'a cessé de s'y référer, de se référer à Fillon, etc. Et par ailleurs, elle met en avant son expérience de gestionnaire. C'est-à-dire que je pense que les LR sont en fait divisés véritablement entre ces deux pôles, c'est-à-dire un qui a un tropisme zémourien, je dirais, et puis un autre qui est la droite républicaine, gestionnaire, classique, qui est très Macron-compatible, qui est très proche de Macron. C'est pour ça que je dis qu'elle a la même structure de pensée que celle d'Emmanuel Macron. L'avantage qu'elle a par rapport à Emmanuel Macron, c'est qu'elle va bénéficier évidemment de la défiance à l'égard d'Emmanuel Macron et elle va bénéficier d'une certaine novation, d'être une femme, etc. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai le sentiment qu'elle a, je ne dis pas qu'elle a un boulevard, parce qu'elle est très bourgeoise. Alors, on revient toujours à la même histoire. Je pense qu'elle est incapable de faire voter les catégories populaires. Alors ça, pour le coup, je pense que elle ne peut pas mobiliser largement. C'est pour ça que moi, je pensais que pour les LR, c'était Bertrand qui était le meilleur candidat, parce qu'il offrait une espèce de contrepoint à la technocratie et au bourgeoisisme d'Emmanuel Macron. Elle est vraiment ton sur ton avec Macron, mais ceci étant, face à Macron, elle est dans le même sac que Macron, que Édouard Philippe, que Juppé, que tout ça. Elle est dans ce bain-là, dans ce bain idéologique avec ses nuances. Évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas de nuances entre Macron et Pécresse, mais enfin, c'est le même bain. Et à mon avis, elle peut tirer bénéfice de sa position de challenger, quoi. Allez, on va aller du côté de Villepinte, où l'euphorie doit encore régner à cette heure-ci. Démonstration de force, hein, quand même 10 000 personnes. Il espérait plus, il y avait quelques sièges vides. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un échec. Il a plutôt réussi son coup. Il a fait un grand et long discours. Il a été malin parce qu'il a fait attendre jusqu'à tard ce soir pour que les gens soient rentrés chez eux et qu'ils écoutent bien le discours d'Éric Zemmour. En tout cas, son discours a eu beaucoup de retard. On a vu des propositions émerger dans son discours, ce que tout le monde attendait. Hein. Qu'est-ce qu'il a proposé sur l'économie? On a vu tout ça. Il a raconté une histoire surtout. J'ai le sentiment qu'il a raconté une histoire. Il a raconté son histoire, la France telle qu'il la voit, telle qu'il la veut. Il a aussi beaucoup tapé sur les opposants, sur ce qui ne va pas, sur ce qu'il faut changer avec ce discours sur l'école et les lobbies qu'il faudrait faire sortir de ces endroits et cette influence qui existe au sein de la société. Les islamo-gauchistes en ont pris pour leur grade. Les journalistes aussi, beaucoup les journalistes. Enfin, il avait cette posture très trumpienne finalement du populisme de droite. Hein. Il a quand même beaucoup de relents. Il a quand même fait 15 minutes quasiment sur ses ennemis qui ne voulaient pas le voir arriver et qui fait la démonstration qu'il était attendu finalement. Ça nous a mis un peu KO quand même ce meeting parce que c'est vrai que quand on est une heure à écouter ce discours, ça met un peu KO. Je pense qu'il faut quand même faut relativiser. Il marche sur les plates-bandes de Marine Le Pen avec des mots beaucoup plus forts, beaucoup plus durs, sans doute ceux qui étaient ceux de Jean-Marie Le Pen, mais finalement, moi j'ai le sentiment quand même qu'ils ont atteint, lui et Marine Le Pen, une espèce de plafond et que maintenant c'est la question du rapport de force entre les deux qui se joue. Moi, je ne crois pas qu'ils soient en capacité, à travers ce meeting, à gagner un électorat supplémentaire. C'est ça que je crois. Je n'ai pas l'impression qu'ils mobilisent l'électorat populaire. Moi, ce que je trouve, je vais commencer, mais ce que je trouve particulièrement puissant, et c'est ce qui m'effraie le plus, et c'est à mon avis ce qu'il faut affronter le plus frontalement dans le discours d'Éric Zemmour, c'est cette façon qu'il a eue, notamment dans sa très longue introduction, hein, qui a duré, c'était presque les 3/4 de son discours, où il a raconté ce que tu racontes, là, le récit de la France, son récit de la France. C'est cette façon qu'il a d'envisager tout en bloc. C'est-à-dire que à la fois la France est un bloc, l'histoire française est un bloc, et c'est là, c'est Catherine dans les messages qu'on s'est échangés, tu avais noté cette phrase, il fait notamment du passé, du présent et du futur, il en fait un seul bloc, qui pour moi est une des essences en fait du fascisme, cette façon d'envisager que tout est à prendre en fait avec la même inertie et la même puissance, et donc et surtout cette façon de
en fait, de faire une proposition absolument sans aucun doute. Il l'a dit plusieurs fois. Il a dit, je n'ai plus de doute. Pendant longtemps, j'ai douté. Pendant longtemps, j'ai pris des notes, j'ai réfléchi, etc. Maintenant, il n'a plus de doute. Il n'a plus de doute sur absolument rien. Ni sur les propositions qu'il fait, ni sur le récit qu'il fait, ni sur sa vision de la France. Et ça, contrairement en fait à des personnes comme Marine Le Pen ou à Valérie Pécresse ou d'autres gens à droite et à l'extrême droite, il est le seul en fait à faire une proposition aussi puissante de ce que c'est que la France. Et je pense que, contrairement à ce que tu dis, Pierre, là, il va pouvoir aller chercher d'autres gens. Il va pouvoir parce que le discours, parce que ça, pour le coup, c'est une vraie, je trouve, hein, mais peut-être que, enfin, vraiment, je demande qu'à être contredit. J'espère que c'est pas vrai et qu'il va se casser la gueule et que c'est comme on le disait il y a un mois, que ce n'est qu'une boursouflure médiatique. Mais vraiment, j'en suis pas certain. Parce que son discours, il est puissant. Je dis pas qu'il va se casser la gueule, je dis qu'il se mange des parts de marché, même si j'ai pas l'expression, avec Marine Le Pen. On voit bien que les courbes, elles font comme ça. Oui, mais il a un discours transcendant, en fait. Et c'est ça, à mon avis, la principale différence avec Marine Le Pen, qui a plus un discours, effectivement, de politicienne. Lui, il a un discours qui va chercher des affects à un autre endroit que Marine Le Pen. Et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus dangereux, à mon sens. Et c'est là qu'il va, à mon avis, réussir à motiver, et vraiment j'en suis le plus terrifié, hein, mais qui va réussir à motiver des Français et des Françaises qui aujourd'hui n'étaient pas tellement intéressés par des discours sur juste l'augmentation du SMIC ou même juste les questions d'immigration. Bon, moi, je ne pense pas que c'était une boursouflure médiatique. Je pense d'ailleurs ne l'avoir jamais dit. Moi, je l'avais dit. Oui, moi pas. Donc, au moins, rendons à César ce qui appartient à César. Moi, je pensais qu'il n'avait qu'une fonction idéologique, qui faisait 3 petits tours et qui s'en irait. C'est-à-dire que je pensais que Marine Le Pen avait une fonction politique plus construite et qu'elle avait réussi à intégrer ses propositions dans un projet global d'extrême droite suffisamment connu pour ne pas avoir besoin d'être énoncé d'une certaine manière, qu'elle pouvait jouer sur l'implicite et que donc avec cet implicite elle pouvait être acceptable. C'était toute cette stratégie de dédiabolisation qui a été d'être ce qu'elle était sans avoir besoin de le dire. Elle s'appelle Le Pen, on sait d'où elle vient, et donc elle pouvait transformer son discours. Et bon, je pensais que la fonction de Zemmour était une fonction de passerelle entre la droite et l'extrême droite. Il appartient au courant qu'on appelle la droite hors les murs, qui a vu exactement cette mission de faire une passerelle entre la droite et l'extrême droite, qui est un courant très droite, très très à droite, hein, ce courant-là. Moi, ce qui m'a inquiété aujourd'hui, c'est qu'en fait, Zemmour a récusé toutes les accusations de fascisme, racisme, misogyne, etc., pour s'inscrire dans une autre histoire qui est celle du RPR. Et c'est d'ailleurs le tweet qu'il fait quand il écrit à Ciotti pour le féliciter de son bon résultat à la primaire. Il lui dit à la primaire de la droite, il lui dit le RPR n'est pas mort. Et il fait référence à cette histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit, en fait, les idées que je défends là sont des idées qui nous ont été communes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont présentées comme infamantes, mais elles ont été communes à toute la droite. Est-ce que Valéry Giscard d'Estaing était un fasciste? Est-ce que Jacques Chirac était un fasciste? Est-ce que Alain Juppé était un fasciste, etc. Non, je dis simplement ce qui nous était commun et qui a été abandonné. Donc, il banalise, c'est-à-dire qu'il fait sa dédiabolisation avant la diabolisation. Ça, c'est la première chose qui me paraît inquiétante. Enfin, pour tout dire, à l'époque, on s'est bien opposé à Charles Pasqua et ses petits copains. Et là, il les remet au goût du jour en disant, voilà, je suis de cette filiation-là. Deuxièmement, on sent un homme qui il vient pas de naître de la dernière pluie. C'est un type qui a réfléchi, c'est-à-dire qu'il a une vraie cohérence, c'est-à-dire que contrairement à tous ceux qui pensaient qu'on pouvait espérer le voir tomber de sa chaise parce qu'il avait fait un doigt d'honneur, parce qu'il avait raté son journal de 20 heures, tout ça, c'est des choses qui intéressent les journalistes et dont on se fout quand même un peu pas mal, quoi. Je ne dis pas que c'est très bien de faire des doigts d'honneur et de traiter les journalistes de connards, mais enfin, c'est pas ça. Je pense que le meeting d'aujourd'hui va avoir plus d'impact et de poids. Sans commune mesure. Pas le meeting en tant que tel. Ce n'est pas seulement le meeting.
C'est le récit, quoi. Oui, mais c'est qui est Éric Zemmour? Qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Et en fait, ce dont tu te rends compte, c'est que sa vision, qui est une vision alors, vraiment extrêmement conservatrice, rétrograde, la France dont il rêve, c'est la France des années 60. Vraiment, c'est tout à fait clair. D'ailleurs, il dit toujours, il fait référence à Georges Pompidou a retrouvé la place comme il n'en avait plus dans l'imaginaire politique depuis très longtemps. Donc, ce dont il parle, c'est de la France des années 60-70. Et il fait un très long développement sur l'école, dans lequel il ne se contente pas, dans la partie sur l'école, de parler des islamo-gauchistes et des LGBT. C'est-à-dire qu'il dit, moi, ce que je veux remettre en tête, c'est la question de l'excellence. Et après, il enchaîne l'excellence industrielle, l'excellence, je ne sais plus, j'ai noté son truc, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il développe son discours, un discours qui porte sur une idée de la France qui est mûrie et qui est ramifiée, c'est-à-dire qui est étoffée, qui a de la chair et qu'il développe avec des propositions. C'est pour ça que je dis que, certes, il y a des bévues qu'il a pu faire, mais il ne les fera plus, il les fera moins, mais ce n'est pas ça qui fait l'élection présidentielle. Ce n'est pas ces petites salades dont la chaîne d'infos se repèse du matin au soir qui sont stratégiques. Ce qui est stratégique, c'est quel est le discours. Et là, il a eu un discours de vision dans lequel il a inséré des propositions de différentes natures, toutes très cohérentes avec son propos, qui sont profondément rétrogrades. C'est une France, c'est la France d'hier, quoi, hein, dont il nous parle tout le temps. Alors, et le problème, c'est qu'il fait appel à notre nostalgie, quoi. La France d'hier, qui est celle de avant la crise pétrolière, avant, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est des 30 glorieuses, hein, dont on parle Éric Zemmour. Et ça, c'est très bien. Non, et il la parle puissance. un mot d'écologie, hein, par exemple. Hein. Oui, oui. L'écologie ne fait pas partie du sujet. Ah, oui. C'est hors sujet. Donc, parce qu'en fait, des fois, et là, Catherine, tu as tout à fait raison de parler de nostalgie. Et il ne faut pas oublier la puissance, en fait, qu'a le sentiment nostalgique, en fait, que la puissance que peut avoir le sentiment nostalgique et la puissance politique que ça peut avoir. Et c'est un vrai moteur, à mon avis, de transcendance et à mon avis, de mise en mouvement des masses, hélas, la nostalgie. Et après, juste quelque chose, il y a un truc qu'il a fait, et ça a duré pendant très longtemps au début de son discours, c'est la façon dont il a adressé frontalement toutes les critiques qui lui étaient faites. C'est-à-dire qu'il a dit, vous dites que je suis raciste, voilà pourquoi je ne suis pas raciste. Vous dites que je suis misogyne, voilà pourquoi je ne suis pas misogyne. Et il les a toutes adressées les unes derrière les autres en donnant des explications qui, bien sûr, à nous ne nous vont pas, hein, ne sont pas pertinentes, notamment par exemple sur la question de la misogynie, quand il enchaîne immédiatement en disant « moi je ne suis pas misogyne, je suis féministe, d'abord parce que ma mère… » et son premier non, mais ça, c'est le violon. Et deuxièmement, parce que je défends les femmes françaises contre l'invasion migratoire et ces gens qui veulent installer une république islamique qui soumettrait les femmes, je ne sais pas quoi. On n'est pas d'accord, mais enfin, il les a adressés. Et ça, c'est honnêtement, moi j'écoute beaucoup, on écoute beaucoup de discours de femmes et d'hommes politiques, et rares sont ceux qui, dans les discours, disent en fait les insultes, les choses en fait qu'on leur reproche, qu'ils les disent de façon aussi explicite. C'est-à-dire que lui, il a aucune peur. Et c'est peut-être là que il incarne le plus le politiquement incorrect dont il n'arrête pas de parler, en fait. Et ça, je pense que cette façon de faire, alors c'est rhétorique, hein, parce que les autres souvent répondent aux attaques dont ils sont les objets, mais de façon souvent détournée, de façon implicite, etc. Lui, il est direct dans son discours. Moi, je ne trouve pas du tout politiquement incorrect sur la forme. Je trouve qu'il a plutôt un verbe assez élaboré. Sa langue est assez sophistiquée. Donc, il ne joue pas sur les codes de la malséance, je dirais. Par ailleurs, à un moment donné, dans celle que j'ai notée aussi dans les reproches qui lui sont adressés, on dit que je suis brutal. Ouais, je peux dire qu'il a démontré sa brutalité. Hein. Quand il a parlé d'Emmanuel Macron…
À un moment donné, il dit on va remplacer le dérisoire par l'histoire. Emmanuel Macron n'est rien. Enfin, c'est un mannequin en plastique. C'est un mannequin en plastique. Elle était d'une violence. Ouais. J'ai rarement entendu une telle manière de s'exprimer. Et enfin, le dernier chose sur lequel je voulais insister, c'est quelques petits marqueurs quand même idéologiques. Le fait qu'il appelle son mouvement la reconquête, c'est juste à vomir. Évidemment que c'est évidemment en référence à la Reconquista espagnole qui a donc bouté les musulmans hors de la péninsule ibérique. Donc c'est évidemment ça. Ceci étant, moi, ce qui m'a aussi interloqué, c'est que tu as le public chez Zemmour qui crie reconquête, 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 et chez Mélenchon, résistance, résistance, résistance. Ben là, il y a un choc de slogans qui doit nous interpeller, quoi, parce qu'il y en a un qui est dans la reconquête et l'autre qui est dans la résistance. Et là, ça ne va pas, quoi. Il faut qu'on arrive à rééquilibrer le truc, quoi, parce qu'il faut être du côté du projet et pas simplement de la résistance. Et enfin, le dernier truc, je pense que tout le monde l'avait noté quand il a fait son clip de campagne, pas de campagne, son clip d'introduction, pour annoncer sa campagne, sa candidature à l'élection présidentielle, et il refait la même chose là. Il dit « Vive la République » et surtout, vive la France. C'est-à-dire que quand même, il envoie des signaux et se raccorde à cette histoire de la droite anti-républicaine, c'est-à-dire de cette droite qui a avalé la République de force en 1945. Et je veux dire, le danger fasciste avec ce type, moi, m'a estomaqué, quoi. Et j'ai trouvé qu'il était relativement puissant parce que finalement, un peu échappant, soit tout le monde prenait pour un amateur ce que moi je pensais, je pensais qu'il n'était pas du tout, qu'il ne voulait pas le pouvoir, quoi, hein, en gros, qu'il venait faire raconter ses histoires, sa vision des choses et puis qu'il allait partir. Non, il veut le pouvoir et il a des éléments de mobilisation de la foule pour le soutenir. Bon, alors justement, l'autre vision de la France qui s'est imposée, elle était de l'autre côté de Paris, à la Défense. Tu parlais de cette phrase, tu évoquais cette phrase qu'on a tous entendue effectivement à la fin de son allocution, de son spot de campagne, quand il dit vive la France et surtout vive la République et surtout vive la France. Et ce soir, il a d'ailleurs conclu son meeting en disant vive la République et surtout vive la France. Mélenchon ce soir a conclu son meeting en disant vive la République, vive la France et surtout vive la République parce que la France, parce que il n'y a pas de France sans République. Il n'y a pas de République sans, il n'y a pas de France sans République. Franchement, heureusement qu'il y avait le meeting de Mélenchon ce soir, parce que là, on est tous en PLS. Hein. Allez, non, mais moi, ce que je pense, c'est que ce soir, heureusement, d'une certaine manière, que le meeting de Mélenchon avait lieu au même moment, parce que ça donnait une autre vision possible. Parce que sans ça, on était écroulé sous Pécresse et Zemmour avec son meeting de masse. C'était la stratégie d'ailleurs de Mélenchon de faire un meeting au lendemain de l'élection des Républicains pour essayer de sortir et de montrer une autre alternative aux Républicains et à Macron. C'était son idée. Oui, mais si tu veux, c'est là en l'occurrence, plus que Pécresse, c'était aussi d'avoir un candidat qui vient parler au peuple et essayer de le mobiliser. Mélenchon commence son meeting d'une façon que j'ai trouvée fort intéressante parce qu'il démarre pour expliquer pourquoi la France n'est pas fasciste. C'est-à-dire qu'il énumère un certain nombre de références, d'éléments de notre histoire, etc. Bon, dans un précédent Zoom débrief, j'avais dit que je pensais que c'était un des atouts qu'on utilisait trop peu, que l'histoire de la gauche, c'était aussi l'histoire qui a fait la République et qui fait la France, et que de s'ancrer dans cette histoire-là nous donne des arguments pour contrer un discours totalement de droite sur qu'est-ce que c'est que l'identité française. Il faut raconter une autre histoire sur ce qu'est la France. Donc, j'ai trouvé que c'était une très bonne entrée en matière de Mélenchon, qui a été un peu brève, à mon avis. J'ai trouvé que dans l'heure, ça dure 3 minutes ou 4, ça commence comme ça. Et puis après, très rapidement, l'objectif de Mélenchon, si je le
dit, comme je le perçois, ça a été de dire, voilà, on est à 694 propositions, quel est leur sens? C'est-à-dire de réintroduire. Il a fait presque l'inverse de Zemmour. Zemmour, il dit, voilà ma vision et quelles sont les propositions qui les accompagnent, qui vont les traduire, tandis que Mélenchon, il dit, j'ai un projet qui peut nous rassembler, quel est le sens de ces propositions? Donc, il s'est efforcé de reformuler le sens de ces propositions dans son exposé, ce qui donnait parfois peut-être un côté… il n'était pas thématisé comme il avait fait dans la campagne précédente où il avait fait des meetings thématiques. Là, il a voulu tout embrasser pour redonner le sens de sa campagne qui était l'harmonie de l'humanité et de la nature. Donc, ça converge vers ça. Bon, j'ai trouvé qu'il a eu un moment un peu maladroit politiquement. Quand il s'est engueulé, quand il a gueulé, il a gueulé sur la gauche, il a donné la leçon. Oui, il engueule, ça suffit les jérémiades, l'expression qu'il emploie, c'est ça suffit les jérémiades de ceux qui se désolent de voir la situation dans laquelle se trouve la gauche. Ben non, il n'y a pas de jérémiade d'abord, et ensuite il y a quand même des raisons, et encore plus, je dirais, à l'issue de cette semaine qu'avant, de se dire qu'on est dans une situation dangereuse. On n'est pas simplement dans une situation dangereuse pour la gauche, on est une situation dangereuse pour la France. Là, je regrette, mais on ne peut pas s'en tenir là. Moi, je n'accepte pas l'idée que passé Muscat, il n'y a plus rien à discuter, maintenant on avance, ça roule. Quoi. Je trouve que le problème est trop grave et je trouve que la puissance d'attraction à la droite de la droite manifeste trop et que la gauche, de ce fait, se trouve marginalisée. Quoi. On va se mettre à voter Macron pour s'éviter les trois autres. Non, quand même. Il y a le Mediapart. Pas moi, mais ce que je veux dire, c'est que les gens de gauche vont se retrouver devant cette situation impossible. Mediapart vient de publier un papier à l'instant, là, parce que je vois le push tomber. Le titre, c'est « À la défense, Jean-Luc Mélenchon veut montrer qu'il est le mieux armé à gauche ». C'était un peu l'enjeu du meeting? Oui, c'était l'enjeu du meeting. Et je vais te dire, moi, ça m'a posé des questions, tu vois, quand même. Surtout la concomitance, en fait, de ces deux discours, de ces deux meetings. Et cette phrase qu'a eu Jean-Luc Mélenchon sur les jérémiades. C'est vrai que parfois, on se dit, bon, bah, est-ce que finalement, la proposition de Mélenchon, qui est de dire moi je vous propose un navire, bon c'est moi le capitaine, mais monter dans le navire on n'a pas le choix parce que sinon ça va être la Bérésina. C'est sa proposition. Donc, et je veux dire, et c'est normal en fait qu'il la ressasse et qu'il la redise meeting après meeting. Et du coup, ça interroge aussi notre rôle en tant que commentateur, que journaliste, que média, de savoir si, en fait, on a un autre choix aujourd'hui mais vraiment la question est ouverte. Hein, je n'y apporte aucune réponse. Mais si on a d'autres choix que de dire bon bah la seule possibilité aujourd'hui c'est Jean-Luc Mélenchon parce que comme voilà, c'est dit par Mediapart, c'est celui qui aujourd'hui est en tête dans les sondages. C'est aussi celui, enfin, il ne faut pas se mentir, qui a genre le discours, hein, au-delà des propositions, hein, mais le discours qui nous apparaît. Moi, je parle de nous, hein, mais c'est assez large, en fait, qui apparaît à beaucoup, en tout cas à gauche, comme étant le plus cohérent, le plus construit, le plus puissant aussi, et le plus capable, en fait, d'aller le plus loin possible dans cette élection. C'est vrai qu'il y a des failles, on le dit assez souvent dans ces débriefs. Vraiment, je suis bloqué, tu vois, genre, je sais pas, moi, je sais plus, là après ce soir, après genre, ce que j'ai entendu de Zemmour, je sais plus trop à quel sein me vouer, en fait, et je me dis, bon, bah, peut-être qu'il a raison, peut-être que, genre, bon, bah, il faut y aller, et c'est à la fois, comment on dit, je sais que toute la solution n'est pas là. Mais peut-être qu'il y a une partie de la solution qui est dans effectivement la campagne de Mélenchon. En tout cas, lui, il fait une proposition de solution. Après, la deuxième chose que je voulais dire, parce que c'est très important. C'est à prendre ou à laisser. C'est un peu ça. Non, mais
Bah oui, parce que là, ce que dit, comment il s'appelle En même temps, il Eric faut Zemmour, pas on est à la oublier qu'en croisée des face, chemins. Nous aussi, on est à la croisée des chemins à gauche, en fait. Là, c'est à prendre ou à laisser. Je veux dire, on n'a pas grand-chose à prendre. Et par contre, on a beaucoup à laisser. Toute notre histoire, toute l'histoire de la gauche, toute l'histoire du Parti communiste, toute l'histoire du Parti socialiste, elle peut disparaître. En tout cas, ses héritiers peuvent disparaître du champ politique du jour au lendemain. Donc, peut-être que la solution Mélenchon, ou les autres solutions d'ailleurs à gauche, hein, Jadot ou Hidalgo, peut-être qu'il n'y a que ça à essayer de récupérer. Et c'est les radeaux auxquels il faudrait s'accrocher. La deuxième chose, et à mon avis, et moi, ça m'a posé des questions. Je me dis, genre, dans ce que j'ai entendu de Zemmour, est-ce que c'est ça? Est-ce que vraiment il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en fait dans ce discours d'un déclinisme absolu, tu vois? Et c'est vrai qu'avoir entendu le discours de Jean-Luc Mélenchon juste avant, je me suis dit non, quand même. Il y a aussi des gens en fait qui se reconnaissent dans cette autre. C'est toi, Catherine, qui a dit qu'il avait commencé comme ça, en fait, en proposant une autre vision de la France, une autre vision de l'histoire de la France et de l'histoire dans laquelle aujourd'hui les Français et les Françaises s'inscrivent. Effectivement, moi aussi, je trouve ça très heureux qu'il puisse y avoir en fait un espèce de contrepoint qui est d'ailleurs tout aussi puissant, alors peut-être moins développé, mais tout aussi puissant que celui de Zemmour. Et ça me redonne un peu foi dans genre ce que j'imagine aujourd'hui être la France, les Français et les Françaises. bon, eh ben, on suivra, hein, on verra tout ce que ça donnera. Demain, on reçoit dans la midinale Adrien Quatennens, donc on poursuivra l'échange sur les ressentis, ses ressentis sur ce meeting et puis sur la suite de cette campagne. Vous avez un coup de cœur tous les deux ou pas? Ah, je n'ai pas réfléchi. Pas pensé. Bon, ça pour la semaine prochaine. Moi, j'en ai un si ceux qui nous regardent ont la chance ou pas la chance, enfin, en tout cas, ont la capacité de regarder Canal. Il y a une super série qui remet un peu la patate, qui fait du bien à regarder, qui est joyeuse, triste parfois aussi, mais pleine de bonnes ondes. Ça s'appelle L'amour flou. C'est une série qui est adaptée du film de Roman Boringer, qui est vraiment superbe. C'est 9 épisodes, je crois, c'est vraiment top. Je vous conseille, ça remet un peu la patate. Et moi, juste en une seconde, moi, je suis allé voir l'avant-première de West Side Story, du nouveau West Side Story de Steven Spielberg, qui sort le mercredi prochain. Et c'est extraordinaire parce que c'est aussi une réponse, à mon avis, au discours de Zemmour, parce que le film met largement l'accent sur les questions notamment de racisme entre les portoricains et les blancs new-yorkais. Et franchement, le résultat, c'est une grosse comédie musicale, mais franchement, c'est plutôt réussi. Et je trouve que ça nous apporte pas mal de réponses et de moulins aux arguments qu'on pourrait opposer au type de discours décliniste d'Éric Zemmour. C'était déjà à l'époque une C'était déjà à l'époque, oui, c'est assez proche d'ailleurs. C'était à l'origine quand même déjà une comédie musicale assez dissonante. Allez, au Lakers, bon dimanche. Ciao, ciao.